Bonjour à toutes et à tous. Bon, toutes, parce que les dames ne sont pas très nombreuses dans la salle, mais bon, c'est pas grave, nous ferons quand même honneur aux dames. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? La fiabilisation des comptes par la certification. Vous allez savoir tout à l'heure. Avec moi aujourd'hui, j'ai la choix d'accueillir Stéphane Bonnet. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Et vas-y, si tu veux dire... Bonjour Fabienne. Si tu veux dire deux mots, qui tu es? Donc je suis Stéphane Bonnet, je suis le directeur des comptabilités de la consolidation chez Kaufmann et Broad. Tu veux que je dise 2-3 petits mots sur Kaufmann et Broad après? D'accord, donc je laisse. Et nous sommes accompagnés également de Philippe Migny. Bonjour à tous. Donc je suis le DSI du groupe Kaufmann et Broad depuis 2010. Et donc moi, Fabienne Connard, vous l'avez imaginé, je suis practice leader de chez IBM Interactive. C'est une filiale d'IBM Consulting France, 100% filiale de IBM Consulting. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi, practice leader? Ça veut dire que je dirige un ensemble de consultantes et de consultants engagés qui accompagnent l'ensemble de nos clients sur des sujets de transformation de manière générale, tout ce qui est attrait, si je puis dire, à l'éditeur Oracle. D'accord? Que les sujets sont des sujets de finance, de supply chain de manière générale ou de ressources humaines. On travaille à la fois sur des applications en mode on-premise et également en mode SaaS. Voilà un petit peu pour vous brosser qui je suis et d'où je viens. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, justement maintenant Stéphane, on va te demander, c'est maintenant que tu rentres en jeu, il te revient de nous présenter un petit peu Kaufmann et Broad, de nous dire ce que c'est que cette entreprise. Alors, Kaufmann et Broad est un des principaux acteurs de la promotion immobilière en France. On est implanté en France depuis 1968, donc c'est une émanation d'un grand groupe américain. Donc on s'est implanté en 1968 en France. On s'est fait connaître par la construction de maisons en village. Hein. C'est ce qui était la marque de fabrique de Kaufmann et Broad, des maisons en village un peu à l'américaine, un peu comme on peut voir dans les séries américaines type Desperate Housewives, des belles maisons assez cossues, assez grandes, et avec des parties communes assez standardisées. On a depuis 1968 construit et commercialisé un petit peu plus de 145 000 logements et 1,2 million de mètres carrés de tertiaire. Aujourd'hui, Kaufmann et Broad, c'est 800 collaborateurs, entre 800 et 900 collaborateurs, un chiffre d'affaires compris entre 1,2 milliard et 1,4 milliard, et nous sommes implantés. Nous avons 22 principales implantations géographiques sur le territoire métropolitain. Merci Stéphane. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on est complètement indépendant par rapport aux Américains. Aujourd'hui, c'est un groupe indépendant, coté en bourse. On est le premier groupe immobilier, promotion immobilière à être entré en bourse. On est parmi les plus gros promoteurs français aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, on est à Neuilly-sur-Seine, on va déménager à la Défense. Puis non, pas grand-chose. Si, alors au niveau du système d'information, donc on a le poil d'histoire, on avait le poil d'histoire. Donc tous les systèmes d'information, quand je suis arrivé en 2010, étaient issus principalement de la maison mère à Los Angeles, donc KB Homes. Et donc suite à l'émancipation du groupe, donc on est devenu indépendant en 2008. Suite à la montée au capital de PI Partners, qui est un fonds d'investissement français, il y a eu des décisions qui ont été prises, on a complètement revu le système d'information. Donc on s'est affranchi complètement des Américains, on a revu complètement la comptabilité, le plan de compte qui était un plan de compte américain, l'analytique qui était une analytique américaine où on comptait les boutons de porte des maisons. Donc on a complètement revu ça et c'était en 2012. On a initié le projet en 2011-2012, on a terminé en 2013. Octobre 2013, oui, je me rappelle très bien du switch. Voilà. Et puis depuis, en fait, ça a été les bases pour mettre en place de nouvelles choses. Donc l'idée, c'était à l'époque, on était sur de la S400. On était donc du green screen, je ne sais pas si vous connaissez encore la S400, mais du green screen, très peu de choses automatisées, finalement on capitalisait assez peu sur le système d'information, et c'était un peu les fondations pour aller plus loin
et on va vous montrer ce qu'on a fait sur un domaine particulier. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses, mais là je pense que c'est quelque chose, une grosse avancée pour les comptables. Énorme. On va parler. Donc le projet s'appelle la fiabilisation des comptes par la certification. Donc il s'agit d'un module complètement spécifique qu'on a mis en place dans JD Edwards. Donc, je disais ce module que nous avons implémenté dans JD Edwards, d'accord, à la demande de Kaufmann. Je vais te laisser Stéphane nous expliquer quels étaient, pourquoi ce projet, quelles étaient vos peines, vos difficultés à l'époque pour nous demander ce type de projet. Oui, donc ça concerne l'analyse des comptes de bilan. On avait deux principales problématiques. On a à peu près entre 350 et 400 entités juridiques. On a à peu près 150 comptes de bilan à analyser, multipliés par le nombre d'entités juridiques et multipliés par le nombre de centres de coûts, entre 1500 et 2000 centres de coûts par année. Et un flot d'écriture assez continu qui viennent alimenter les positions bilancielles. On avait un petit sujet également de lettrage de comptes, puisqu'on n'arrivait pas à fiabiliser le lettrage de nos comptes de bilan, et JDE autorisait même des lettrages déséquilibrés. Donc c'était un peu le bazar. Et on s'est donc tourné vers le marché pour essayer de voir si les éditeurs pouvaient nous proposer des solutions. Toutes les solutions qui nous ont été présentaient souvent des défauts ou une certaine opacité, et donc on s'est tourné ensuite vers Fabienne, que l'on connaissait bien, pour essayer de nous aider à développer un outil qui nous permettrait de créer de l'agilité dans la fonction finance, fiabiliser et rendre transparente l'analyse des comptes de bilan, et également nous aider à mieux lettrer nos écritures et à créer, bref, de la transparence sur l'analyse des comptes de bilan. Voilà. Ça, c'était le début du projet. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux expliquer pourquoi JDE, parce qu'effectivement... Oui, alors, en fait, Stéphane était venu me voir, m'avait invité dans une réunion de présentation d'une solution du marché qui était intéressante. On ne va pas dire le nom. Non, on ne va pas dire le nom. C'était une solution allemande, mais on ne dira pas le nom. Cette solution paraissait bien, elle proposait une offre packagée, avec en plus un savoir-faire. Sur ce domaine-là de la certification des comptes de façon automatisée, avec donc vraiment des atouts. Les choses qui nous ont freinés, il y avait plusieurs choses. La première chose, c'était déjà il y avait du développement à faire dans JDE pour pouvoir exporter les données au bon format. Après, les données, elles partaient dans une application qui était dans le cloud, hébergée à Francfort, donc ça nous plaisait moyennement. Et puis, il y avait le coût récurrent. Il y avait un coût récurrent qui était là tous les ans. Et puis c'était pas dans la stratégie finalement qu'on avait eu jusqu'à présent, qui était plutôt capitalisée sur les outils qu'on avait dans la maison, et principalement JDE, pas que JDE mais beaucoup JDE. Et donc on s'est dit si on développe dans JDE, il n'y aura pas d'interface, il y aura certes un développement spécifique, mais il n'y aura pas d'interface à gérer. Il n'y aura pas de données qui sortent de l'entreprise, c'est des données quand même un peu sensibles. On est coté en bourse, on est le premier groupe français à être rentré en bourse, le premier marché, groupe dans l'immobilier je veux dire. Donc on n'avait pas trop forcément envie, dans les périodes de clôture ou dans les périodes où on ne doit pas trop communiquer sur nos chiffres, de pouvoir sortir des chiffres à l'extérieur, enfin des données à l'extérieur. Donc tout ça, ça a joué pour une solution dans JDE. D'autant plus qu'on venait juste dans le projet, on est juste de migrer sur la toute dernière version, la 9.2, qui nous ouvrait des nouvelles fonctionnalités. Donc on a demandé à Fabienne de nous faire des propositions et de réfléchir avec nous à une solution intégrée dans JDE. Et donc, pour répondre à tout ça, comment nous avons procédé? Donc, juste pour situer un petit peu, entre ce moment où Philippe et Stéphane ont échangé, donc moi j'ai échangé ensuite avec l'équipe, il y avait effectivement la comptabilité, Philippe et l'IT, etc. On a échangé courant début mars 2020, donc juste avant l'effet Covid. Donc on a échangé un petit peu, on s'est dit bon, okay, on va réfléchir. En plus, chez Kaufmann, il fallait aussi qu'il valide complètement l'idée d'aller vers un spécifique dans JDE. Donc le temps que tout ça mature, si je peux dire, en termes d'idées,
On s'est retrouvé finalement... On termine la migration. Voilà, qui finissent la migration vers un 9.2. Donc on s'est retrouvé finalement fin juillet 2020, où j'ai eu le go de Philippe qui me dit « Ok, propose-nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là-dessus, du coup, j'ai dit « Ok, on peut procéder de deux façons. On peut faire une étude de cadrage. Ça me permettra d'aller un petit peu plus au fond, de savoir quel est vraiment le besoin, de bien comprendre et cerner ce besoin-là. Et ensuite, d'accord, on vous proposera effectivement en fait la solution. » Donc cette étude de cadrage, effectivement, comme je vous le dis, devait nous permettre de bien comprendre quel était le process actuel qui était utilisé au sein de Kaufman & Broad, d'accord, pour pouvoir effectivement définir en fait la cible de demain. Et par rapport à ça, une fois par rapport à cette cible-là, ça nous devait aussi répondre à l'objectif de comprendre quelles étaient nos contraintes, les opportunités à apporter avec la 9.2, un lien effectivement avec le besoin de Kaufman, complètement effectivement de répondre, si je puis dire, aux vrais besoins à la fois IT, d'accord, de Philippe qui voulait garder ces informations chez lui et le besoin des comptables. Et ensuite, on s'est mis d'accord pour dire, ok, pour faire ce projet, on va définir ce qu'on appelle effectivement un PMV, le produit minimum viable, d'accord, par rapport à un POC, pour dire à minima, à quoi doit répondre ce module pour qu'on considère que ça vaut le coup de faire ce développement d'un JDE. Et en tout dernier, il nous appartenait également de définir une feuille de route au niveau et des conditions, d'accord, pour une réalisation qui soit réaliste vraiment dans les temps, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'un des critères de Kaufman, ça va toujours très très vite chez Kaufman. et par rapport en fait à leurs contraintes, si je peux dire, légales et réglementaires, et de dépôt des comptes, on a des fenêtres de tir souvent très très justes. Et donc la condition sine qua non, c'était de pouvoir mettre un module qui puisse être live en novembre. Rappelez-vous, on n'est que début juillet, d'accord, et en plus dans un mode Covid, d'accord. Donc nous avons mené toute cette étude de cadrage, effectivement, tambour battant sur le mois de juillet, d'accord, les 2 dernières semaines, donc le tambour battant avec des ateliers réguliers avec les équipes, et qui nous a permis effectivement de faire une restitution et de montrer, voilà la feuille de route, voilà comment nous pensons procéder, avec aussi un POC à l'appui pour leur montrer voilà à quoi ça va ressembler demain. Ensuite, ce qui s'est passé, je vous ai dit, avec le planning serré de Kaufman, avec la condition sine qua non, c'était on y va pour le mois de novembre, parce que la clôture fiscale de Kaufman & Broad s'arrête en novembre. Et en revanche, il y a souvent aussi beaucoup de projets, beaucoup de choses en parallèle chez Kaufman, donc aussi souvent aussi un problème de bande passante pour les équipes, pour pouvoir faire face à tous les projets qui sont en face. Donc, par rapport nous, à notre étude de cadrage, nous avions imaginé un projet qui puisse tenir dans les délais, qui puisse tenir avec une mise en prod en novembre. Mais pour autant, en termes de bande passante, ça ne passait pas chez Kaufman. Et donc, il y a eu une raison, effectivement, que vous nous avez demandé de lotir ce projet. On est d'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons dû réimaginer notre solution avec d'abord une phase 1, que Stéphane va vous dire qu'est-ce qu'il a souhaité avoir dans son premier lot, et ensuite avec la phase 2. Donc le challenge, c'était effectivement de pouvoir s'arrêter à un moment, alors qu'on avait pensé une solution globale, et donc de pouvoir s'arrêter, de leur passer la main, qu'ils puissent se faire la main, et ensuite de le décaler. Et le décalage, c'était quoi? On est passé de novembre au mois de mai. Donc c'était assez challenging, non pas en fait, au niveau technique, parce qu'effectivement nous maîtrisons complètement notre solution et ce que nous allons proposer, mais c'était aussi challenging, parce qu'il fallait aussi derrière que je garde mes équipes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que après novembre, revenir sur un projet pour relivrer en mois de mai, sachant du coup il y avait, si je puis dire aussi, un temps mort concrètement. Donc voilà, il a fallu effectivement repenser tout ça, mais pourtant là ça s'est fait, ça s'est fait avec des livraisons toujours en avance, malgré tout. Nous avons, en général, voilà, même si c'était que 2 semaines, mais nous avons toujours livré en avance et dans les temps. C'est vrai. Parfait. Alors, c'était quoi ce projet? Alors, vous avez ici, donc je suis désolée, pardon. Je m'excuse, sur les côtés, effectivement, voilà, c'est un peu des copies d'écran, etc. Bon, pour des raisons de confidentialité, j'ai fait apparaître assez en petit, pour que vous ne puissiez pas voir non plus les informations de l'entreprise, mais je vais vous expliquer ce qui se retrouve sur les côtés. Donc
Donc le projet, effectivement, en fait, de ce module, donc vous l'avez compris, c'est un module qui a été pensé complètement Book-of-Money Broad, d'accord, c'est un spécifique. Nous nous basons essentiellement, effectivement, sur les fichiers de détail de JDE, le 911, et le fichier des soldes, d'accord, c'est notre base de travail. Ensuite, tout le reste, nous l'avons imaginé et pensé avec des tables à côté pour pouvoir faire le travail. Donc, le module va répondre, si je puis dire, à 4 grands piliers. Un premier pilier que nous avons appelé étape préparatoire. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire effectivement d'arriver à automatiser le maximum de tâches qui étaient faites manuellement par les équipes. Donc, chronophage, qui prenait beaucoup de temps à établir, des fichiers Excel avec 300 colonnes, dont Stéphane raffole en général, mais qu'il fallait aussi automatiser. Donc, ça veut dire déjà un temps de génération de ces fichiers qui est quand même assez long. D'accord? Donc, il fallait vraiment automatiser tout ça, rentrer également dans un mode d'industrialisation. Parce que la limite, lorsque effectivement on doit passer un temps fou à générer des données, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un périmètre trop vaste. Donc ça devait aussi leur permettre de pouvoir élargir, si je puis dire, toutes les analyses dont ils ont besoin de faire sur leur compte de bilan. Ouais, dans la philosophie de tout ce qu'on veut faire au niveau de la DSI et pour nos équipes, pour nos métiers, on est toujours dans une logique de proactivité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi j'avais la sensation que nos comptables étaient plutôt en mode réactif, en mode réaction. Ils subissaient les clôtures, ils subissaient plus qu'ils n'anticipaient. Non, je n'exagère pas, mais bon. Et là, c'est vrai que l'idée, on change complètement de paradigme, on passe dans une logique beaucoup plus proactive, on anticipe les choses. Et où finalement on industrialise beaucoup le process finalement de clôture et de révision des comptes. Oui, c'est ça, on industrialise et surtout on s'affranchit de toute cette phase préliminaire de travail qui était l'extraction des données via un fichier CSV sur l'ensemble des comptes qui avaient été sélectionnés, des comptes de bilan. Donc on extrayait de manière transversale l'ensemble des comptes de bilan sur toutes les écritures non lettrées, et ensuite on récupérait ces écritures dans un fichier, on allait sur un axe d'analyse qui était le compte, le sous-compte et le sous-livre, et ensuite ce fichier Excel circulait entre les comptables généraux pour qu'ils puissent commenter, documenter et valider en fait les positions. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de dépasser ce travail, ces travaux qui n'étaient que des travaux manuels, et d'inscrire dans le RP un suivi pérenne de ces positions comptables et de la certification des comptes. Oui, il y a un autre élément important, on parlait de capitalisation tout à l'heure, il y a un sujet de capitalisation effectivement, il y a aussi un sujet de gestion de la connaissance et de l'historisation de la connaissance de nos comptes, parce que maintenant grâce à ça, toutes les positions donc sont justifiées quasiment en temps réel, mais aussi surtout tout l'historique des positions, des commentaires est conservé en base de données, avec l'écriture comptable, enfin très proche des écritures comptables, donc tout au même endroit, on n'a plus de trucs qui traînent ailleurs sur les filers ou les choses comme ça. Donc c'est quand même une super avancée aussi d'un point de vue technique informatique. Pour nous, je pense que c'est un gain aussi. Il y a un autre phénomène que j'ai oublié, qui était très positif aussi. L'autocertification. Oui, alors il y a aussi la visibilité pour nos commissaires aux comptes. Alors pour le moment, on ne donne pas accès à la compta à nos commissaires aux comptes. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Pourquoi pas. Bon, dans une vie antérieure, dans une autre société, on le faisait. Donc après, c'est une question de transparence et de confiance, mais de toute façon, il y a un gain énorme pour les révisions, pour les commissaires aux comptes aussi, en termes d'audit. Je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, quand Stéphane a parlé du nombre de sociétés, je ne sais plus le nombre de sociétés actives. 400. Voilà. Il y a 400 sociétés actives 400. chez Kaufman & Broad. 400. Voilà. Donc ça veut dire 400 sociétés actives, et chacune des sociétés actives, il y a des sociétés qui ont des centaines de centres de coûts. Et dans les centaines de centres de coûts, vous avez des centaines de comptes. Et dans les centaines de comptes, vous avez des milliers de sous-livres. Donc l'analyse pour Kaufman & Broad se fait au sous-livre. Donc vous imaginez la volumétrie que ça représente, et donc le travail que ça représente aussi pour les comptables, ce qui imposait que tous les mois, il y avait plein de comptes qui ne pouvaient pas analyser. C'était juste humainement pas possible, parce qu'il y avait beaucoup trop. Déjà le temps de constituer manuellement tous ces soldes, de les restituer,
C'était juste pas possible tous les mois de faire tout ça. Donc, ces phases préparatoires devaient permettre effectivement de faire ces calculs-là de manière automatique et industrialisée. Donc, c'est à la main des comptables, ils choisissent le périmètre de compte qu'ils veulent. Qu'ils me mettent 10 comptes ou 300 comptes, c'est pareil, le système, il travaille. D'accord? Et donc, c'était notre challenge. Notre challenge de gérer cette volumétrie. Parce qu'il n'était pas non plus question que les traitements tournent des heures. Parce qu'ils sont toujours pressés, encore une fois. Donc ils sont toujours pressés et les comptables, ils doivent travailler. Il y a un calendrier de clôture qui est très serré chez Kaufmann & Broad. Donc il n'était pas non plus question. Le temps qu'ils mettaient à faire les fichiers Excel, Stéphane, il fallait le diviser par 20. Parce que forcément, après, derrière, il faut que les comptables, en fait, puissent travailler. Donc toutes ces phases, effectivement, ça nous a permis, dans les phases préparatoires, c'était ça, c'est de faire tous ces calculs. Ce qui permet aussi, si je puis dire, avec 2 volets, soit de le faire en mode préliminaire. Ça veut dire que le comptable, en anticipation, avant la fameuse clôture, peut toujours lancer et regarder quelles seront ses positions. Et donc pouvoir anticiper, notamment, il y a peut-être des comptes où je peux peut-être les solder pour éviter à devoir les analyser, etc. Et ensuite, dans le calendrier comptable, une fois en fait que Stéphane donnait le top pour dire, là nous rentrons dans la phase de clôture, vous rentrez dans la certification de vos comptes, l'analyse de vos comptes, là effectivement les gens étaient dans ce qu'on appelle le mode final. Ensuite, par rapport à ça, le véritable enjeu, c'était ce mot certification. Ça voulait dire quoi? Ça voulait surtout dire, effectivement, l'analyse des comptes. Expliquer ce solde. De quoi il est constitué? Qu'est-ce qui s'est passé dessus? Avec, tout en pouvant aussi mettre des pièces jointes, d'accord? Et de pouvoir alimenter à chaque fois pour expliquer ce solde. Donc, c'est cette certification que nous avons mis en place. Donc, qui respectait également aussi, parce que vous avez plusieurs catégories de comptables, plusieurs niveaux, plusieurs échelons. Donc nous avons aussi géré à la fois un périmètre donné, parce que chacun avait son périmètre de société, si je puis dire, et à la fois également un workflow. Pour avoir, par rapport au comptable, il y a 4 niveaux. Donc il y avait d'abord le comptable, le responsable de compte qui doit ensuite revalider. Ensuite on passait au chef de groupe, et ensuite au tout dernier qui est le certificateur, dont le rôle était en fait réservé à Stéphane. Donc il a fallu effectivement penser à tout ça, d'accord, pour pouvoir effectivement dire qu'on a fait l'étape de certification et donc c'est acté, c'est dans les systèmes, on peut détailler, on peut comprendre d'où vient le compte et là on n'est plus obligé d'attendre que le comptable, s'il n'est pas là pour apporter l'information, c'est visible, c'est stocké dans l'ERP, c'est visible à tout le monde, accessible à tout le monde et c'est archivé, d'accord? Donc c'est ça qui était très important également. Il y a aussi une notion importante, une idée du NIT Stéphane. C'était en fait aussi dans la logique de proactivité et de voir un coup d'avance, c'était de gérer aussi des dates de débouclage. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent quand on audite un compte, c'est l'informaticien qui parle, mais j'ai un passé de comptable aussi. Quand on certifie un compte, quand on travaille sur une position de compte, on cherche des informations, on enrichit, on a besoin d'avoir des pièces justificatives pour des comptes de 408, des comptes de provision, des FNP, des choses comme ça. On peut imaginer plein de cas de figure. Et on sait aussi quand on passe des provisions, potentiellement quand est-ce que la provision, il va falloir se reposer des questions, quand est-ce qu'il va falloir déboucler cette position qu'on a prise. Parce qu'il y a toujours, quand on est dans ces phases-là, des positions à prendre, il y a des discussions avec la direction générale, avec... on fait des choix sur les provisions qu'on fait, combien on provisionne, quand est-ce qu'il y a des choses en cours, on sait que ça va potentiellement se débloquer à cette date. Donc toutes ces choses-là, en fait, on les a intégrées dans l'outil. Donc il y a une notion de date dans le futur qui permet, sur les exercices suivants, sur les périodes suivantes, de ne pas se reposer toutes les questions et puis aussi de se mettre des alertes, de pouvoir... vraiment, être beaucoup plus proactif et pas refaire le travail qu'on a déjà fait dans le passé. Oui, en fait, dans les éléments qui vont être documentés par le comptable, vous avez un commentaire qui est obligatoire. Vous avez également la personne opérationnelle au sein de l'entreprise qui doit être renseignée, donc l'interlocuteur opérationnel. Vous avez la date de débouclage qui doit être une date de débouclage raisonnable et à tout le moins à l'intérieur de l'exercice fiscal, donc de l'exercice annuel, c'est-à-dire qu'on doit se reposer la question, même si on n'a pas eu de mouvement à la fin de l'exercice pour la clôture définitive des comptes. Et donc si sur une période mensuelle,
trimestriel, vous n'avez pas eu de mouvement et que la date de débouclage n'est pas dépassée, le compte est auto-certifié. Donc le comptable n'a même pas besoin de retourner sur ces analyses et l'écriture est flaguée comme étant auto-certifiée d'un mois sur l'autre tant que ces événements ne se sont pas produits. Exactement. Donc c'est cette phase-là d'autocertification qu'il a fallu gérer aussi dans l'outil. Donc ça veut dire qu'on va lancer le traitement. À l'instant même où on lance le traitement, il fait faire tous les calculs et ensuite vérifier aussi si les conditions sont réunies pour faire cette autocertification qui permet effectivement d'alléger le travail des comptables. Donc ce qu'il ne faut pas non plus oublier, l'outil il travaille, il peut générer automatiquement les soldes. C'est un tableau avec au moins une quinzaine de colonnes qui sont sorties de manière automatique dans l'outil. Et en plus, ce que nous avons fait, d'accord, nous n'avons fait que automatiser et industrialiser. En revanche, on ne remplace pas le comptable. D'accord, cette analyse, c'est au comptable de le faire. Le commentaire, c'est au comptable de le faire. D'accord. Donc on a plutôt accéléré, lui permettre effectivement d'aller plus vite à cette information-là, mais ce travail d'enrichissement d'informations, c'est le comptable qui le fait. Et donc cette partie aussi d'autocertification, ce qui est important également, c'est de dire, comme le module, en tout cas la clôture, intervient tous les mois, donc c'est tous les mois effectivement en fait qu'il y a tous ces traitements, et tout ce qui s'est passé sur une position donnée est stocké. D'accord. On ne perd aucune information. Et tout est daté, tout est stocké, tout est tracé. D'accord. On sait précisément qui a fait quoi, quand, comment, qu'est-ce qu'on a rajouté comme information, etc. Donc c'est cette phase effectivement de traçabilité et d'archivage qui était hyper important pour eux. Et ce qu'on a rajouté également, c'est effectivement ce qu'on appelle un archivage de fin d'année d'exercice qui permet effectivement, en fait, pour la clôture fiscale, d'appuyer sur un bouton et ce bouton-là, nous stockons complètement figé tout ce qui s'est passé, quelle était la position de toutes les positions, de tous les commentaires, toutes les pièces jointes, tout ce qui effectivement a permis d'analyser le compte. Donc au niveau effectivement tout à droite, donc voilà, donc ça c'est par rapport à notre étude de cadrage, donc voilà, donc la maquette et donc l'enchaînement des flux que nous avions expliqué à Cofran, qui a permis effectivement de valider l'étude de cadrage. On en a profité parce qu'il venait de passer sur la 9.2, donc ça ouvrait des possibilités aussi en termes de fonctionnalité pour que ce soit plus user-friendly aussi, parce que bon, le but quand même c'est de profiter de l'ERP et de profiter de tout ce que en fait Oracle nous met à disposition. Donc nous avons un petit peu aussi changé les menus, d'accord, donc on a arrêté de faire en fait le menu en liste, qui nous a permis de mettre plutôt des E1 page. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et dans les E1 page, nous avons rajouté effectivement les fonctionnalités de watchlist. Donc les listes sur les distributions, des watchlists, qui permettent quoi? Qui permettent de savoir d'un coup d'œil, sur mon périmètre de comptable, je sais précisément quelles sont les lignes que j'ai analysées. Je sais précisément quelles sont les lignes qui sont workflow suivant, etc. Globaux et personnalisés. Et le troisième niveau, ce que vous voyez, effectivement, nous avons utilisé les Café One. Pourquoi? Donc je ne sais pas si vous connaissez les Café One dans JDE. D'accord. Donc ça permet effectivement, d'un simple écran, on a accès à 3 écrans, dans ce que nous avons fait dans l'association. Le tout premier que vous voyez là, l'écran en jaune, donc c'est l'écran en fait total, général, qui va récapituler, d'accord, l'ensemble des positions qu'on doit analyser. Donc là, ça va dire c'est la vision globale, générale, récapitulative. Et ça se fait de manière automatique en drill down. Dès lors qu'on a cliqué sur une position, on voit tout de suite, dans l'écran de dessous, le détail des lignes qui constituent cette position. D'un simple coup d'œil, on voit l'information. Et à droite, nous avons mis ce que nous appelons la fiche de certification, c'est-à-dire qui va correspondre à la première ligne de la position, qui permet au comptable, automatiquement, sans changer l'écran, de rajouter ses commentaires, d'analyser son compte et donc de pouvoir faire cette phase de certification. Bien sûr, les 3 écrans sont indépendants. Bien sûr, si le comptable veut avoir une plus grosse vue, et il peut effectivement cliquer dessus pour agrandir que la fiche, pour agrandir que la partie récapitulative ou sinon la partie détaillée. Donc ça a amené effectivement, si je puis dire, de la facilité aussi en termes d'information. Ça permet que les gens arrêtent de passer sur plusieurs écrans pour avoir des informations, d'avoir effectivement du drill down en direct sous JDE. Et le tout dernier,
c'était aussi quand même, effectivement, en fait, on avait analysé durant la phase de cadrage ce que ça voudrait dire demain dans JDE en termes de workflow, donc en termes de rôle, de ségrégation des rôles, qui aurait le droit de faire quoi. Donc ça, pareil, on a défini avec Kaufman pour dire quels sont les rôles qu'on veut donner demain. Donc on avait défini avec 4 types de rôles. Donc le rôle du comptable, le rôle du responsable, le rôle du chef de groupe et le certificateur. Donc on a défini avec eux qui aurait le droit de faire quoi, à quel moment d'un process. Donc c'est ce que, effectivement, en fait, ce tableau récapitule pour valider, et c'est ce qui qui entraîne complètement, si je puis dire, toutes les actions qui sont faites dans l'ERP aujourd'hui. Parfait, c'est honnête. Est-ce que vous avez des questions? On continue alors. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a rencontré des choses particulières? Quel a été le frein? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, Stéphane, qui te viennent à l'esprit sur le projet? Les principales difficultés, en fait, mis à part le fait que notre clé de compte, effectivement, va assez loin sur l'analyse des postes des comptes de bilan, c'était le nombre d'écritures non lettrées, mal lettrées, et c'est pour ça que dans le cadre du lot 1, on a, pour la clôture, c'était l'exercice 2019, non, 2020, c'était l'année Covid, on voulait au moins, même si on ne pouvait pas aller jusqu'au bout du projet, pouvoir obtenir facilement les premiers rapports, c'est-à-dire un rapport sur les écritures lettrées, les écritures non lettrées pour de bonnes raisons, et les écritures non lettrées pour de mauvaises raisons, ou lettrées pour de mauvaises raisons. Donc on avait, le premier lot nous permettait d'obtenir très rapidement, synthétisé dans un tableau et mis en évidence par l'outil, d'avoir toutes les écritures en anomalie de lettrage, lettré et noir. Et ce qui était également important pour que les comptables puissent commencer à travailler avant même la mise en place du lot 2, qui était principalement le workflow, c'était de pouvoir commencer à donner accès aux comptables pour qu'ils puissent aller dans chacune de leurs positions, corriger les lettrages, le cas échéant, compléter les lettrages, le cas échéant, et surtout commencer à documenter, commenter et valider avec les dates de débouclage les positions pour la clôture. Ce qui permettait, même si on n'avait pas de workflow qui arrivait un peu plus tard, d'avoir un rapport complet sur les positions bilancielles de chacune des positions à analyser. Ouais, sur ce type de projet, il n'y a pas un projet, mais il y a plusieurs. On n'est pas sur un seul projet, vous l'avez compris, mais c'est plein de projets finalement. Il y a une vision globale, il y a un résultat final qui est là. Mais finalement, on a fait vraiment plusieurs projets. On a fait le premier projet qui était vraiment la base. Après, on a fait la partie effectivement workflow. Puis il y avait aussi toute une partie autour du lettrage en masse, du lettrage automatique, du délettrage, des dates sur les lettrages. Enfin, il y a toute une partie du projet qu'on n'avait pas forcément bien anticipé, qu'on a vu après coup. Mais bon, ça s'est bien passé, on a été assez réactifs, mais c'est plusieurs projets. Il faut bien être conscient que c'est quand même une grosse industrie. Hein. On a vraiment industrialisé le process de bout en bout et finalement on a eu au moins 3 ou 4 projets dans ce projet-là. Exactement, parce qu'au-delà du fait qu'on voyait à l'écran, on avait accès à l'écran, mais on a aussi mis en place tout un système de report, d'accord, avec des KPI à différents niveaux, que ce soit effectivement pour Stéphane, pour pouvoir piloter son avancement et de voir comment ça avance la culture, ou encore des reports au niveau du top management, et on a même prévu aussi tout le reporting pour les commissaires aux comptes. Donc ce sont des reports qui sont sur 2 formats, à la fois du PDF et de l'Excel, d'accord, bon, parce que Excel, on le sait tous, hein, c'est le premier outil de tous les comptables, et de la fonction finance, on va dire, et donc le PDF ne suffit jamais, et c'est vrai aussi, c'est un PDF que nous avons mis, donc forcément, avec énormément de colonnes, et en plus, il a fallu effectivement aussi qu'on mette les commentaires, parce qu'il y a toutes ces phases, les commentaires qui analysent le compte, qu'on a dû mettre complètement à la verticale pour qu'effectivement que ce soit lisible. Pour que ce soit lisible. Donc, mais au moins, sur le fichier Excel, vous imaginez aussi, compte tenu de cette volumétrie de positions analysées, vous imaginez effectivement, lorsqu'on sort un fichier Excel avec des centaines de millions de lignes, c'est pas non plus analysable. Personne ne peut rien faire avec ça, personne ne peut rien comprendre avec ça.
Et donc, pourquoi on a eu ça? Bah oui, parce qu'il y a eu un problème de lettrage. Parce qu'ils avaient énormément de volumétrie, et donc ils ne pouvaient pas non plus lettrer de manière, on va dire, récurrente, régulièrement. Manuellement, voilà, c'était manuellement. Et donc, tout ça a fait que la volumétrie a explosé. Tout ça a fait effectivement qu'ils se sont retrouvés finalement en termes d'analyse, en disant, mais ça veut dire qu'il va falloir faire que des petits bouts pour avoir de vos restitutions. Vous n'allez pas pouvoir analyser plus que ça vraiment. En tout cas, en termes de visibilité, rapidement, vous n'aurez pas les bonnes informations. Donc, d'où le projet, effectivement, de dire il faut mettre du lettrage automatique. Il faut aider les comptables, accélérer tout ça, pour qu'effectivement, faire un peu plus, que ce soit plus propre et plus lisible. Ça a été le premier projet. Ensuite, on a découvert, effectivement, dans une des critères qui nous avaient été faits, c'était de pouvoir stocker des pièces jointes. Donc voilà, dans tout type de pièces qui viennent en appui de l'analyse du compte, que ce soit un email, que ce soit un fichier Word, un Excel, un PDF ou autre. Et donc ces pièces doivent être stockées à la position également parce qu'elles viennent expliquer la position. Et donc là, oui, c'est aussi pareil, quand on a travaillé, on a découvert effectivement à l'installation ce que Philippe ne souhaitait pas, c'était que ces pièces soient dans la base de données. Eh ben, lors de l'installation de la 9.2, les pièces étaient en base de données. Donc là, pareil, on a dû faire une alerte, stop, il faut changer tout ça, parce que sinon vous n'allez pas aller au bon endroit. Donc du coup, on a refait le lien, d'accord, directement sur des folders, donc ils ne sont pas stockés dans JDE. D'accord, ce sont des liens qui permettent effectivement, comme propose JDE, de pouvoir ouvrir ensuite complètement la pièce, etc. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, un petit peu, j'ai l'impression. Bon, nous, chez nous, on ne veut pas de blob. Donc c'était dans du blob, je ne sais pas si ça vous parle. Nous, on ne voulait pas de ça. On voulait vraiment sur le filer. Exactement. Donc ça, effectivement, c'est parce qu'en analysant, on a fouillé, on s'est dit, stop, vous nous avez dit que vous ne voulez pas de blob. Votre installation va dans le blob. Et donc, alerte, changez tout ça, et après, il faut qu'on avance. Ensuite, le dernier frein qu'on a retrouvé, c'était également, en fait, par rapport au navigateur qu'utilisait Kaufman & Broad. Le navigateur de Kaufman, c'est Chrome. Et il se trouve, oui, et leur politique de mise à jour du navigateur est on top. D'accord? Donc, il passe très très vite aux nouvelles... Pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité, mais sauf que Oracle, le navigateur Chrome et Oracle, voilà, nous savons tous ce que ça donne, et que en termes non plus de suivi de mise à jour d'Oracle, ça ne suit pas forcément non plus tout de suite les nouveaux navigateurs, etc. Donc on s'est retrouvé, pareil, pour ces histoires de volumétrie, et pouvoir utiliser les watchlists, le Café One, etc., où ça a entraîné de la lenteur. Où effectivement, lorsque la personne cliquait directement sur son watchlist, pour avoir le détail de ses lignes, ça moulinait. Nous, on ne comprenait pas, parce que je faisais des tests après sur Firefox, rapide. Et donc, on a compris, effectivement, qu'ils faisaient les mises à jour régulièrement, etc. Mais en revanche, ils étaient à l'inverse, voilà, ils allaient très très vite sur le navigateur, mais ça n'allait pas très très vite sur les tools, la mise à jour des tools. Et donc là, pareil, on a dû dire, alerte, stop. Il va falloir faire une migration de vos tools. Il va falloir aller au même niveau pour pouvoir utiliser effectivement au mieux les nouvelles fonctionnalités. Alors du coup, ça nous a un peu interpellés. C'est vrai que historiquement, quand je suis arrivé chez Kaufman en 2010, la version qu'on avait, c'était la 7, je sais plus quoi. Et elle datait des années 80. Nous, on a un client historique de JDE. Hein. J'ai fait de l'archéologie, j'ai trouvé le contrat à l'origine. C'était un contrat qui datait de 92, qui avait été signé à l'époque à Denver. Donc on avait récupéré des Américains et puis on avait fait, je crois, une grosse install dans les années 97-98. Après il y avait eu une mise à jour, une petite mise à jour pour l'an 2000, une mise à jour pour l'euro en 2002. Et puis de 2002 à 2011, il ne s'était rien passé. Voilà, aucune mise à jour, rien du tout. Et puis donc après, on a fait ces grosses mises à jour, on a tout changé. On est passé enfin au 21e siècle. Et après, c'était un peu endormi sur nos lauriers. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'autres projets à faire en parallèle. Et on a un peu laissé reposer JDE quelques années. Mais depuis quelques temps, là, on a décidé de reprendre le rythme. Donc on avait initié ça avant le Covid en 2019. Pendant le Covid, on a eu un petit moment d'attentisme, quelques semaines, 2-3 semaines je crois. Et puis, parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait arriver, comme tout le monde. Et puis finalement, on a pris la position pendant le Covid, pendant le confinement, de continuer le projet et de faire nos mises à jour.
Et puis, parce que derrière, on savait qu'on allait avoir plein d'autres projets comme ça. Et donc, on l'a fait pendant le confinement, et après, on a fait ce projet-là. Et effectivement, on était dans une logique où on n'était pas forcément, on n'avait pas décidé de politique de mise à jour des tools ou de mise à jour de l'application de façon régulière. Là, maintenant, avec ce qui nous est arrivé, on s'est mis une politique. Alors, l'idée, en gros, c'est tous les deux fois par an. 2 fois par an, on a prévu de faire une mise à jour. On ne veut plus avoir 1 an ou 2 ans de retard. On veut vraiment suivre le plus possible. Alors bon, après, il y a des contraintes. Il y a toujours des contraintes de budget, de temps, de bande passante avec les différents métiers. Mais on a la volonté on s'est fixé cet objectif de mettre notre système à jour idéalement 2 fois par an. Voilà, pour éviter justement ces écueils-là sur les nouveaux projets. Voilà, donc c'était à la fois des freins et des opportunités qui nous ont permis effectivement de répondre à d'autres points que nous n'avions pas. Voilà, c'est la vie d'un projet, hein, c'est toujours comme ça de toute façon, on le sait tous. Stéphane, je ne sais pas si tu veux dire en termes de bénéfices. Je pense que tu es le mieux placé pour dire voilà, ce que ça vous a apporté à toi et à tes équipes. On est déjà sur un outil confort, puisque fini les extractions à n'en plus finir. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur un outil qui est intégré à notre ERP. Donc il y a une fiabilité de l'information, il y a une continuité de l'information, puisque l'information est reprise d'une période de clôture à l'autre. On sent, grâce au workflow, qu'il y a également une implication beaucoup plus grande des équipes comptables sur l'implication, sur la validation des comptes de bilan. Et surtout, on a les analyses de comptes de bilan, c'était plus une histoire de comptable général en fait. Et là, tout le monde est un peu impliqué, puisqu'on sollicite et surtout on marque les opérationnels de l'entreprise qui sont également responsables de l'évolution de cette position bilancielle. Donc voilà, il y a une espèce d'implication globale qui est assez positive, et surtout on a cette historisation, cette fiabilisation de la donnée et l'exhaustivité de la documentation des positions bilancielles qui doivent être analysées. Voilà, donc ça c'est les principaux bénéfices, on va dire, au-delà du confort. Donc voilà, de toute façon, Stéphane est le mieux placé pour le dire. Voilà. Donc nous, je sais effectivement ce que c'est censé, ce qu'on a voulu que ça apporte, la valeur qu'on a voulu dégager par rapport au module, mais c'est quand même le mieux placé pour dire ce que ça leur a vraiment apporté. Donc, après, on est quasiment à la fin. Je ne sais pas si vous êtes très fatigués, mais on est bientôt à la fin. Je ne sais pas, effectivement, Stéphane ou Philippe, ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet, de cette phase-là? Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose qui vous a le plus marqué, si je puis dire? Mais si vous deviez dire la fin du projet, ça se résumait à quoi? Pour nous, en tout cas, c'est un grand succès. On est fiers, à DSI, d'avoir mené ce projet pour nos comptables. On a eu des petites surprises, mais globalement, ça s'est quand même bien passé, dans des périodes qui sont quand même un peu compliquées en ce moment, comme pour tout le monde, je pense. Et on est très fiers de la réalisation de ce projet. Et on est conscient, je pense qu'on apporte beaucoup en fait aux comptables. Et on a le droit à des grands merci. Donc ça fait toujours plaisir. Parce qu'on veut d'autres projets aussi. Non, c'est vrai que c'était une période un peu étonnante, parce qu'on était tous à 100% en télétravail. Malgré tout, on a décidé d'avancer sur ce projet qui, pour moi, était assez structurant en fait. On essaye de mettre de plus en plus d'intelligence dans nos outils. Je remercie Philippe qui a été en tant que DSI assez ouvert en fait à ma demande et qui m'a proposé d'autres solutions que celle d'aller voir effectivement un prestataire extérieur. Je remercie Fabienne aussi qui a parfaitement compris mon besoin. Je pense qu'on a tous été très clairs les uns envers les autres et on a toujours bien exprimé nos besoins et vos contraintes. Et effectivement, ce projet s'est fait assez rapidement. Il s'est fait assez rapidement et bien qu'il y ait eu pas mal de difficultés. Et voilà, et je remercie également les équipes comptables qui ont été très impliquées dans le projet. Je pense que Stéphane a anticipé le mot de la fin. Effectivement, c'est un projet que nous avons mené
pendant la période de Covid, d'accord, qui a démarré en phase de Covid, et donc avec des ateliers, des développements, vous savez ce que c'est, des formations aussi sur Teams. Tout le monde sait que c'est pas évident de former quelqu'un, parce que quand on a plusieurs personnes dans une session et qu'on ne voit pas ce que fait l'utilisateur et qu'il faut lui dire partage-moi ton écran, attends, pause, d'abord un tel, après un tel, etc. Donc ça prend plus de temps, forcément, mais de toute façon il fallait le faire, et donc nous l'avons fait. Et donc c'est vrai que c'était un projet qui était challenging, parce qu'on n'est pas parti, on est parti de rien dans JDE. D'accord ? On fait parfois des développements pour caler à des programmes existants dans l'ERP, d'accord, où on customise, mais on est parti de rien. Donc il a fallu imaginer, penser, à partir effectivement en fait, d'informations qui nous avaient été données. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce projet-là, vraiment. Le fait d'avoir... en fait, on est parti finalement d'une copie blanche où il fallait écrire quelque chose. Alors on avait des solutions sur le marché, on en a un peu inspiré, on va pas mentir, mais on est quand même parti d'une copie où il n'y avait rien. On avait des Lego, des briques qui étaient là dans JDE, on s'est dit il faut les assembler, tout est là en fait. La donnée elle est là, les utilisateurs sont là, et tous les éléments qu'on a besoin finalement, ils sont dans JDE, quoi. Il faut juste les développer, les associer. Moi je vois ça un peu comme un jeu de Lego qu'on a associé. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Hein. Mais c'est un peu ça quand même la vision du projet que moi j'ai maintenant, c'est ça. Tout à fait, parce que effectivement eux ils avaient vu un outil de marché que nous on n'avions pas vu. Et c'est vrai qu'une des conditions, ce que je leur avais dit, effectivement, qu'on a commencé à faire les analyses, etc., je leur avais dit, on va essayer de mettre de côté l'outil. Moi, je ne veux pas caler un outil, je veux caler à vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Quelles sont vos vraies attentes? Et on oublie les outils. D'accord? Parce que c'est vrai que souvent, on a toujours la facilité de passer d'abord dans l'outil et après de réfléchir à ce que vraiment on veut. D'accord? Donc, c'était vraiment très, très, très important de partir d'abord du besoin et après de descendre étape par étape, de construire ensemble de quoi on avait besoin. Et c'est vrai que je remercie effectivement l'équipe finance et notamment Stéphane, parce qu'ils avaient des besoins assez clairs dans leur esprit. Voilà. Donc, souvent, ça arrive que les gens, ça change, ils ne savaient pas comment y aller, mais ils savaient ce qu'ils attendaient. Oui. D'accord? Donc après, c'était à nous de proposer des choses qui répondent à ce besoin. Ouais, ça, c'est un élément clé du succès du projet. Moi, chez Kaufmann, on a fait un paquet de projets. J'ai un portefeuille de projets. Je crois que j'ai un portefeuille de 70 projets là, qui sont prêts à démarrer, mais on en a trop, quoi. On ne peut pas tout faire en même temps. Et souvent, dans les projets qu'on a, en tout cas, nous, à la DSI, j'ai une position où je suis un petit peu locomotive et où je tire un peu les métiers. C'est un peu usant, alors j'aime bien, pour moi c'est mon métier de DSI qui veut ça, il faut le faire comme ça. Je pense que si on veut être un bon DSI, il faut le faire comme ça. Et souvent, dans les projets qu'on tire comme ça, on a un vrai problème, c'est les métiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la gestion du changement, comment les transformer, comment quand on a des gens, surtout dans nos métiers à nous, on est dans des métiers, on est dans la promotion immobilière, dans le BTP, enfin c'est du lourd. On a des méthodes, on a des choses, mais on ne veut pas trop changer. Donc, et souvent les process ne sont pas toujours optimum, et il faut les revoir, il faut les remettre en cause. Et souvent dans les projets informatiques, là où on a des soucis, un projet informatique c'est des systèmes informatiques, mais c'est aussi beaucoup des hommes, c'est des systèmes et des hommes. Et souvent nous, dans les projets, le problème qu'on a bien souvent c'est l'interface entre la chaise et le clavier. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est humain quoi, je veux dire, c'est normal, je suis pareil, hein, on est tous pareils, un être humain n'aime pas trop le changement à la base, c'est toujours un moment de stress, donc ça c'est une difficulté, et les gens n'ont pas envie de changer leur process, même s'il n'est pas optimum, ils n'ont pas envie de le changer, et souvent les process ont des vrais soucis, Là, on a eu la chance d'être sur un process qui était déjà bien rodé par dans les équipes comptables. On avait déjà fait des choses pour les aider, et ils avaient amélioré leur process. Ils étaient déjà sur un process qui était déjà très calé, très ordonnancé. Alors, il fallait aller plus loin, mais c'était déjà assez carré. Et ça nous a. Je pense que c'est un des facteurs clés de succès de ce projet, c'est le fait qu'on a pu s'appuyer sur des process qui étaient déjà existants, qui étaient déjà relativement carrés, et il fallait l'outiller plus, quoi, finalement.
Donc voilà, c'était ça. Donc du coup, voilà, donc, on va s'arrêter, parce que je pense qu'on a dépassé de quelques minutes. Oui. Oui, j'avais une question par rapport à la certification. C'est par rapport au centre de coût objet sous compte ou vous êtes reparti sur un code catégorie compte local? Non. C'est société, centre de coût, compte, sous-livre. C'est jusqu'au niveau du détail. Donc la certification, vous le faites au plus détaillé. Au plus détaillé, le niveau le plus fin. Et votre auditeur, il est Notre auditeur. les auditeurs, commissaires aux comptes, il va au détail. Il ne vous demande pas une centralisation du détail. Non. Ok. Donc voilà, merci. Oui. Juste une question, juste pour savoir la taille de vos équipes en fait, au niveau de la compta et au niveau de la DSI. On n'a pas écouté la question. Pardon. La taille des équipes au niveau de la comptabilité, des équipes finance et au niveau de l'IT. Comptabilité conso, c'est 53 personnes, 16 comptables généraux, une trentaine de... pour aller à 50, ça fait combien 17 comptables généraux, 33 comptables auxiliaires et 3 consolideurs. C'est le problème de l'Excel, c'est le pro de l'Excel. Et nous, à la DSI, on n'est pas nombreux, on est 12. 12, 13 en comptant moi, 14 en comptant moi et mon assistante. Voilà. Sachant que... Et après, on a pas mal de consultants, on a un réseau, mais on n'est pas très nombreux. Oui. Donc par rapport à... Juste pour préciser, par rapport à la partie JDE, d'accord, ils sont deux. Ils sont deux vraiment, et plutôt deux développeurs. Il fallait quand même le préciser. Donc voilà, donc merci à vous pour votre écoute. Merci au club de nous avoir permis de faire ce moment d'échange. Merci encore aux équipes de Kaufmann, voilà, qui ont répondu présent et surtout en fait qui étaient là effectivement pour répondre à chacun. Et j'en profite également pour remercier aussi mes équipes, voilà, qui ont été engagées et motivées pour faire ce projet. Merci à vous.